passe la parole immédiatement à professeur Tiwi, qui va nous parler des institutions de la République du. Voilà. Voilà, c'est tout ce qui est resté. Alors, tous les sujets, donc je suis rabattu sur les institutions de la République du Rif. Donc, on a entendu plein de choses très intéressantes, très pertinentes concernant la pensée d'Abdelkrim, concernant donc un certain nombre de choses. Moi, avant d'aborder ce sujet-là, j'essaie un petit peu de cerner la pensée d'Abdelkrim antérieure à la République du Rif. Parce qu'Abdelkrim du Caire n'était pas Abdelkrim de Milia, ce n'est pas Abdelkrim des années 20, ce n'est pas l'Abdelkrim de la Réunion, et ce n'est pas l'Abdelkrim de la période Kairote. Donc, on va le remarquer, l'âge a son effet, les fréquentations, les contacts, les événements internationaux, etc. Donc, Abdelkrim, avant la création de la République du Rif, ou bien avant la bataille d'Anoual, si on veut plus parler précisément, un certain nombre d'outils peuvent nous renseigner, si vous voulez, sur, les premiers germes ou les premiers, éléments annonciateurs de la pensée d'Abdelkrim et surtout de la République du Rif. Il n'y a pas de génération spontanée. Comme disait Erasme, on n'est pas homme, on le devient. Puis par après, ça a été paraphrasé par Simone de Beauvoir, on n'est pas femme, on le devient. Mais rendons à César ce qui est à César, c'est Erasme le père de cette citation. Donc, Abdelkrim, c'est vrai, descend de son hameau de Beni Ouirighel, après avoir, pratiqué des études, disons, purement religieuses, avec un petit peu de mathématiques, peut-être un petit peu d'astrologie, etc., ce qui était dispensable à l'époque du Qarawiyyin. Mais il y a quelque chose, moi, qui me chagrine, et en lisant ces articles dans Télégramme des Rif, je dis, on connaît son cursus al-Qarawiyyin, on connaît plus ou moins ce qu'il a fait pendant les 2 années avant de prendre le chemin vers Mlilia, mais cette culture relative à la sécularisation qu'on va voir dans cette polémique qui va être déclenchée entre lui et un journaliste tunisien pro-colonialiste, donc Othman, du nom de Othman, dont les articles ont été reliés par une revue colonialiste installée à Tanger qui faisait l'apologie du colonialisme français. Abdelkrim va débattre avec ce Tunisien, mais alors sous tous les angles, et plus particulièrement la sécularisation. Je n'utilise pas le mot laïcité, parce que Abdelkrim était proche, si vous voulez, d'un concept politique anglo-saxon, on va le voir beaucoup plus tard, dans cette fameuse demande qu'il va formuler donc à l'ambassadeur, ou le représentant britannique à Tanger, pour lui fournir, donc, si vous voulez, la constitution britannique. Et à l'époque, on lui a répondu que la Grande-Bretagne n'avait pas de constitution écrite. Et donc, il était étonné qu'un État comme la Grande-Bretagne n'avait pas de constitution écrite. Donc, Abdelkrim, dans cette polémique qu'il va déclencher donc, avec Othman, où il était clair, dans un article, je l'ai encore en tête, où il disait à ce Othman, la politique est une chose et la religion en est une autre. Prie qui voudrait prier. J'interdis pas aux gens de prier, j'interdis pas aux gens de pratiquer leur religion, mais il faut savoir séparer, et c'est un article de 1910 dans Télégramme des Rif. Donc déjà, on avait un modèle, préconçu, d'une séparation du religieux et de l'État chez un jeune homme qui venait juste de sortir de son hameau, et à l'époque, quand il avait écrit cet article, il doit avoir facilement 32 ans. 28 ans, pardon. Donc, il est né en 82, jusqu'en dit, c'est 28 ans. Donc, vous voyez, là, on a déjà des éléments qui annonçaient cette République, où beaucoup de gens disaient, oui, mais vous savez, c'est venu comme ça. Non, la République a été construite trop tôt dans la tête d'Abdelkrim. Il était fasciné par la République française, mais détestait l'aspect colonialiste de cette République. Il n'aimait pas le chemin maladroit pris par la suite par tout ce que les Lumières ont produit. Ça, il n'aimait pas, il l'a bien fait expliquer à Othman dans tous les débats, parce qu'à un moment, il disait à Othman, je n'ai pas de leçons à recevoir dans le domaine de la laïcité. Ça veut dire, moi-même, je suis convaincu de ces principes universels, mais, excusez-moi, quand on entend un certain Jules Ferry en 1898 dire à l'Assemblée nationale, partant vers le sud pour civiliser les races inférieures, la mission civilisatrice est bien pliée. Je crois qu'Abdelkrim, comme disait tout à l'heure Maria Rosa de Madriaga, lisait beaucoup. Il s'informait, il est au courant de beaucoup de choses. Et donc,
cette culture, peut-être, il fréquentait d'autres cercles dont personne ne parle. Moi, je ne sais pas, des cercles de réflexion présents à Milia, qu'il a rencontrés au casino militaire, et puis se réunissaient à gauche et à droite, parce qu'il avait une culture, je veux dire, universelle. Il avait une culture universelle qui n'est pas celle qu'il a acquise Al-Qarawin. C'est pour cela que je me pose, je veux dire, des grandes questions. Que fréquentait Abdelkrim à Milia? Il ne fréquentait pas que les militaires, il ne fréquentait pas que l'Obéra, son rédacteur en chef de Télégramme à Rif, il fréquentait d'autres personnes. Mais des personnes qui l'ont enrichi sur le plan intellectuel. Ça, on le voit dans un certain nombre d'articles publiés dans Télégramme à Rif. Une correspondante bien beaucoup plus tard avec Lyon Gabrielli qui l'accusait de prôner la guerre aux saintes. Dans une lettre claire et nette, il dit « Le temps des croisades est révolu, monsieur. » Et il est révolu. Qu'est-ce qui est détonnant si un peuple s'inspire à sa liberté, à sa dignité, à sa vie? C'est dans un courrier dans les mémoires rédigés qui ont été publiés post-mortem, bien sûr signés par le maréchal Join, mais publiés, ce sont les mémoires rédigés par Léon Gabrielli, publiés post-mortem, etc. Et puis un autre article qui vient vraiment, que je veux dire, achever tous ces fantasmes autour de Abdelkrim, surtout ces derniers temps, par un certain nombre de mouvements islamistes et tout, ils disent non, vous savez, le mot république, le mot islamique a été perdu et enlevé par les étrangers, etc. Mais Abdelkrim avait marqué islamique. Dans ce fameux article qui a été publié dans le journal Shura, puis par après repris par Al-Manar de Rachid Rida, Abdelkrim était clair par rapport au Toroqiyat, donc les confréries religieuses. Il était clair là-dedans. Il dit, ils m'ont épuisé, ils m'ont confisqué ma République, ils ont confisqué l'indépendance des Marocains. Est-ce qu'il y a encore beaucoup plus que ça pour dire qu'Abdelkrim ne pifie pas les islamistes? Attention, Abdelkrim n'aimait pas les islamistes, mais il était musulman. Il y a une grande nuance. Il pratiquait sa religion d'une manière privée, mais ceux qui utilisaient les fondements de l'islam pour construire un pouvoir, Abdelkrim ne les aimait pas. Parce qu'il lui disait déjà très tôt, « Dinu shay » il était clair à ce sujet-là. Et c'est dans ce contexte-là, dans cette intelligence de ce personnage, que la République de Rif va voir le jour. Même si aujourd'hui, elle a ses négationnistes, elle a ses révisionnistes, cette République. Quand on les Boutboukhal qui nous dit en 92 que, lui, il considère que donc l'existence de cette République Rifin est un malentendu historique, s'il vous plaît, dans sa thèse de doctorat. Non, mais je vous dis dans sa thèse de doctorat, voilà. Le Bouayachi, tout à l'heure la Bible l'a cité dans son livre Ar-Rif wa Marahil Istiqlal, lui parle d'une invention purement étrangère. Donc voilà, ces gens-là, ils peuvent vous donner une date exacte de la naissance d'Adam et Ève, mais ils ne reconnaissent pas la République de Rif qui a existé il y a, je veux dire, bientôt 90 ans. Donc voilà, donc c'est stratégie. Donc cette République reste encore jusqu'à présent, et dans les manuels scolaires, il ne faut même pas en parler. Je crois la meilleure illustration qui nous a été donnée ce jour aujourd'hui par un témoignage vivant qui est celui de M. René Galissot, c'est qu'à la télévision marocaine, on a escamoté le mot République. Voilà. Et puis, il y a aussi toute une divergence concernant la date de la création de cette République. On a plusieurs dates qui sont citées par des historiens très sérieux, voire même par des anthropologues, des ethnographes, etc. Alors un autre problème se pose, celui de la date de la proclamation ou de la création de la République. Pour ce qui est de la création de cette République, les sources font référence à plusieurs dates. Dans un document intitulé Declaration of State and Proclamation to All Nations, daté du 1er juillet 1923, signé par le président de la République des Rifs, par le président du Conseil des ministres, par le ministre des Finances et de l'Intérieur, par le ministre de la Justice, par le ministre de la Guerre et par le ministre des Affaires étrangères, elle est stipulée. The government of the Republic organized the constituted, yes, and constituted since 10th June 1920, notifies to all the power the following declaration. Là, bien sûr, d'après les archives du Foreign Office, mais moi je l'ai lu dans votre livre, Chir Maria Rosa de Madriaga, je n'étais pas au Foreign Office. Donc voilà, vous le citez dans vos ouvrages de 1987. Alors, dans ses mémoires rédigés par Roger Mathieu, 1927, à la page 88, l'émir de la République de Rif signale que c'est de ces derniers jours, c'est-à-dire juste après la bataille d'Anoual en juillet 1921, que date notre idée de la République. Dans une autre lettre datant du 10 septembre 1921, adressée par Daniel
Bourmansi Sey, commerçant français à Ajroud, donc pour Sey, en Algérie. Donc, salue Mohamed Ben Abdelkarim Al-Khattabi dans son courrier comme presidente de la Repubblica Rifina. L'anthropologue américain David Montgomery Hart, donc lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a confondu donc la date de proclamation de Mohamed Ben Abdelkarim comme émir et la proclamation de la République, le RIF, donc il situe à tort le 1er février 1923. Donc c'est à cette date-là, selon la plupart des historiens qui convergent, donc c'est la date à laquelle on a proclamé Mohamed Ben Abdelkarim comme émir de la République du Rif. Donc après, si vous voulez, la victoire de Anoual en juillet 1921, Abdelkarim donc va former donc un gouvernement transtribal. Donc il va réussir donc ce coup de maître où il va pouvoir réunir toutes les tribus du Rif, je veux dire, où il y avait donc une sorte d'anarchie interne, et comme disait Léo Ferré, vous savez, le désordre, c'est l'ordre moins le pouvoir. Ils n'aimaient pas le pouvoir central. Et donc de l'extérieur, on voyait ces tribus comme désordonnées, mais c'était des tribus très bien ordonnées intérieurement, mais ils avaient un désordre vis-à-vis du monde extérieur, surtout du sultan qui faisait rien. Alors, donc il data la République, le Rif, et il dota la République des institutions politiques qui lui étaient nécessaires. Alors là, je vais vous citer, bien sûr, en faisant référence, bien sûr, à Leon Gabriele, le gouvernement de la République du Rif, qui a été, bien sûr, mis sur pied par Abdelkarim. Alors, vous avez l'émir, donc Abdelkarim, avec le titre de l'émir de Al-Mu'minin, et le président de l'Jumhuriya Al-Rifiyya, Mohamed Ould Abdelkarim Al-Khattabi. Vous avez donc le vice-émir, ou le vice-président, si vous voulez, son frère Mohamed Ould Abdelkarim, frère du sultan. Le vizir des finances, ou bien le ministre des finances, vous avez Moulay Al-Salam Al-Khattabi, donc oncle du sultan. Le vizir des affaires étrangères, vous avez Mohamed Azar Khan, beau-frère du sultan. Vizir de la guerre, vous avez Mohamed Boudra. Ministre de la justice, vous avez Mohamed Ben Ammar Abdullah Temsamani. Donc vous voyez, là on commence à sortir du clan familial. On n'est pas, parce que souvent on entend, il n'a repris que les gens de sa famille, mais absolument pas. Alors, vizir de l'intérieur, Cheikh Yazid Ben Abdeslam. Intendant général Mohamed Boujibar, donc naïb de l'intendant général Mohamed Ould El-Haj Cheddi, Qaïd Mchouar Mohamed Ben Haddad Siziyan, chef de la garde Abdelkarim Qaïd Hadiddan, premier secrétaire Mohamed Mohammadine et deuxième secrétaire Hassan Ben Abdelaziz Tlemsamani, qui est d'origine algérienne. C'est quelqu'un qu'Abdelkarim avait rencontré à Al-Qarawiyyin et qu'il avait demandé d'aller le chercher en Algérie, vu pour sa maîtrise de la langue française. Et surtout, je crois que la signature qui manque à ton manuscrit, Shir Taibi, c'est la signature de ce monsieur. Ce monsieur était très inspiré par le système d'éducation français, parce que dans le manuscrit, on t'entendant parler ce matin, c'est pour cela que je ne voulais pas le dire tout à l'heure, on t'entendant parler ce matin, donc ce monsieur Tlemsani, parce que souvent on retrouve parfois dans des manuscrits, enfin dans des ouvrages, Tlemsamani, mais c'est Tlemsani, donc parce que tout simplement Leon Gabriele est né en Algérie, il a grandi en Algérie, donc il connaissait plus ou moins ce qui se passe de l'autre côté. Donc c'est le seul qui a repris le nom exact de ce monsieur. Et donc le manuscrit, normalement, devrait être signé par Tlemsani. Merci beaucoup. Voilà. Et donc ce Tlemsani est très inspiré par le système d'éducation française. C'est le seul pays d'ailleurs, jusqu'à maintenant c'est une tradition, c'est le seul pays en Europe qui instaure les manuels. Et depuis des années. La Belgique, on n'a pas de manuel scolaire, n'est-ce pas, monsieur le préfet? On a le préfet là. Donc, on n'a pas de manuel scolaire en Belgique. Chaque école peut opter pour un manuel, chaque propre. Mais la France, il y a donc une généralisation de manuels. Et donc, ce système existait en Algérie. Et Tlemsani avait ce système. Et on va voir même la durée du secondaire à l'époque coïncider avec la durée du secondaire qui était exercée à l'époque dans les années 10, 20, 30 en France. Donc, voilà. Et c'est Tlemsani qui a signé ton manuscrit. Donc, voilà. Je suis arrivé peut-être un peu trop tard. Pas comme Abdelkarim qui venait trop tôt, mais moi je suis arrivé un peu trop tard. Donc voilà, c'est Tlemsani qui a signé ce manuscrit. Donc ça c'est une chose. Alors, à côté de ce gouvernement, Abdelkarim va instaurer donc un conseil de la nation ou l'Assemblée nationale. Bien sûr, Abdelkarim ne va pas, je veux dire, inventer la roue en instaurant ce système-là, mais c'est le génie de convaincre toutes les tribus de se mettre au sein d'un même conseil et d'abandonner provisoirement le système de la Jma'a. Et donc de se retrouver, toutes ces tribus et leurs chefs vont se retrouver dans une seule assemblée où ils vont discuter, à ce moment-là, pas uniquement les soucis de la tribu, mais la lutte contre le colonialisme espagnol et les intérêts, je veux dire,
commun de toute la communauté rifin, et donc il a instauré ce qu'on appelle le Conseil de la Nation ou l'Assemblée nationale. Alors, Abdelkrim, qu'est-ce qu'il va faire encore? Et c'est là où il y a aussi, je veux dire, une idée d'Abdelkrim, c'est le système judiciaire. Vous savez que le système judiciaire était régi par plusieurs choses au Rif, plus particulièrement. Je suis né dans une maison où le papa était juge, donc on a plusieurs catégories de juges. On a des juges qu'on appelle, qui s'occupent de régler les conflits territoriaux relatifs à ce qu'on appelle Qadi Mabouri, donc le juge bourg. Et puis, on a aussi ceux qui réglaient, je veux dire, Moudouanat al-Hawaj Shakhsiya, on l'appelle maintenant de l'Maghreb. À l'époque, on l'appelait le Qadi Shar'i, c'est les mariages, les divorces, etc. Et puis, il y avait donc la dimension pénale qui était réglée par un groupe de sages issus de différentes tribus. Attention, Aït Tabihin. C'est pas Aït Tabihin. Ils n'étaient pas composés de 40. Tabihin, ça veut dire les gens entre Mazirt, voilà, pour qu'on soit d'accord. Parce que souvent, et plus particulièrement dans un travail qui a été fait par Montgomery Watt sur le petit fascicule de Blanco Emilio Izaga sur Las Costumbres, Rifina, etc., il a utilisé le mot Tabi'in. Interpellant mon père à ce sujet-là, il me dit non, Tabi'in, parfois il n'y avait que 4-5 personnes. D'accord? Donc il n'y avait que 5 personnes. Et voilà. Et ceux-là s'occupaient de régler les conflits d'ordre pénal. D'accord? Donc quand il y avait meurtre, etc., la prison n'existait pas dans le Rif, donc c'est payer des indemnités, etc., ou bien faire des alliances par mariage, etc. Abdelkrim, ce qu'il va faire, va instaurer un système, il va choisir Driouch comme siège de sa juridiction suprême, où il va instaurer donc un tribunal d'appel, une cour d'appel, pardon. Il va donc doter chaque tribu de son qadi, et Driouch, c'est la centralité de la ville. Et vous savez, l'ironie du sort, les Espagnols ont repris ce système, et le Maroc a continué ce système. Tu te souviens, encore les gens de Mida, quand ils avaient un problème, ils allaient jusqu'à Driouch. Mais ça, c'est grâce à Abdelkrim. Donc le système, les Espagnols ont continué le truc, et le régime, jusqu'à il y a un temps, dans des années 80, 70, on a instauré un tribunal à Mida, mais dans les années 70. Donc on a gardé ces structures instaurées par Abdelkrim. Donc il va instaurer un système judiciaire à double degré de juridiction. Ça veut dire qu'on va avoir des tribunaux de première instance. Quelqu'un qui n'est pas content du jugement doit aller en appel. Et là, pas de lien ni direct ni indirect avec l'islam. C'est des sages, des maîtres dans le droit, des gens qui sont vraiment capables de faire émerger une jurisprudence si besoin il y a, donc composé de 5 personnes. Et donc ces juges-là, en toute honnêteté, en toute indépendance, vont donc rendre ou lire le droit, donc en deuxième juridiction, je dis qui est l'appel. Il va instaurer la prison pour éviter justement le règlement de compte entre les tribus. Ça causait beaucoup de problèmes. Quand une tribu avait un souci avec une autre pour une raison de sang, ben on va l'affamer en l'empêchant d'aller au marché, en l'attendant sur le chemin du marché. On créait pas uniquement un problème pour l'assassin, mais pour tout le clan de l'assassin. Parce que l'assassin ne va plus pouvoir vendre ses marchandises au marché, on l'attend sur le chemin du marché. On ne peut pas le tuer au marché, mais on peut le tuer sur le chemin du marché. Et donc ça créait beaucoup de problèmes sociaux. Abdelkrim est venu, il a instauré la prison. Vous n'allez pas le tuer, on a besoin d'hommes, on a besoin de bras, on va le mettre en prison et peut-être qu'il va être utile à la collectivité, on va l'utiliser peut-être dans l'armée, on va l'utiliser dans d'autres choses. Et puis Abdelkrim a instauré bien entendu la condamnation à mort, et j'ai trouvé donc parmi les arrêts de cette cour d'appel un homme qui avait battu sa femme à mort, et lui-même a été condamné à mort et exécuté. Et je peux vous assurer, à l'époque, ça adoucit beaucoup les mœurs. Il y avait peu de femmes qui ont été battues. Et en plus, il y avait très peu d'assassinats dans la communauté féminine du Rif. Et tout ça grâce à Abdelkrim. Je m'arrête là, comme ça je laisserai le temps au débat. Voilà.